ravie de vous retrouver. Merci de nous rejoindre pour une heure de débat autour de l'économie qui vous concerne. Merci de nous suivre sur votre chaîne et sur les réseaux sociaux. Ce soir, on vous parle d'automobile et comme il est désormais à la mode, chez nous, nous parlerons d'assemblage automobile, d'intégration et de sous-traitance locale. C'est l'une des problématiques de l'heure car l'État laisse ouvert la porte à la création d'usines de montage de véhicules, mais il le sait très bien que chaque usine qui ouvre ses portes, ce sont des centaines de millions de dollars de pièces automobiles qui sont importées chaque mois. En 2017, 84% de la facture d'importation automobile, c'était des kits CKD-SKD, ce qui représentait plus d'1,6 milliard de dollars en 2017 seulement. Alors, développer la sous-traitance devient une condition sine qua non, oui, mais est-ce que les opérateurs algériens pourront, sauront et voudront fabriquer des pièces automobiles? Les entreprises de sous-traitance ont un pouvoir qu'elles ignorent sûrement encore aujourd'hui. Elles feront que le projet industriel mécanique en Algérie réussisse ou bien échoue. Voici donc le débat que nous allons discuter à nouveau avec nos invités et ils sont ce soir un peu plus nombreux que d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver, messieurs, ce soir autour du plateau de la semaine éco. Monsieur Sefiane Hasnaoui, vous êtes le président de l'AC2A, qui est l'association des concessionnaires automobiles. Vous êtes également le président du groupe Hasnaoui. Merci d'être avec nous. Monsieur Moussafa Abdelkrim, bonsoir. Ravi de vous recevoir à nouveau avec nous. Vous êtes le conseiller de monsieur le ministre de l'Industrie et des Mines. Merci d'être avec nous. Monsieur Kamal Akouz, vous êtes le président de la Bourse algérienne de sous-traitance. Monsieur Mourtar Chahboub, vous êtes l'assistant du président directeur général de la TMC, la Tarkout Manufacturing Company, et monsieur Malik Hadjhamou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président directeur général de Africable, qui est une entreprise de sous-traitance qui fait dans les câbles, la câblerie. Merci d'être avec nous. Voici donc pour nos invités et pour le thème. Avant de l'entamer, évidemment, ce thème, nous ne l'avons pas choisi de manière fortuite, puisque cette semaine, se sont tenues 2 journées, les premières journées scientifiques de la sous-traitance automobile, organisée par le ministère de l'Industrie, une rencontre d'envergure qui a rassemblé près de 500 personnes et qui avait pour ambition de rassembler justement les différents acteurs, à savoir les usines de montage automobile, les équipementiers et les entreprises de sous-traitance. Je propose de faire un tour dans cet événement qui a été couvert par notre collègue Abdelmajid Bentrassi. Il n'y aura point de véritable industrie automobile sans la mise en place d'un véritable tissu de sous-traitance de véhicules. Et c'est seulement avec un réseau de petites et moyennes industries versées dans cette filière que l'on pourrait parler d'une industrie automobile et sortir petit à petit du montage de véhicules dans lequel l'Algérie se lance dans un premier temps. Notre objectif n'est pas le montage des véhicules, même s'il constitue un jalon nécessaire d'apprentissage, mais la participation active au processus de fabrication avec une intégration progressive. C'est là la condition sine qua non du succès de l'implantation et du développement pérenne de l'industrie automobile dans notre pays. Si nous sommes déterminés à aller de l'avant dans cette voie, certains s'interrogent si nous avons les moyens de réussir et si notre industrie peut répondre qualitativement et quantitativement à ces attentes. D'abord, nous ne partons pas de rien. Cela fait une 50aine d'années que la SNVI produit des véhicules industriels. Des constructeurs qui font aujourd'hui de l'assemblage sont déjà sur la chaîne de la pièce détachée automobile. Un créneau de l'automobile qui est aussi une réelle aubaine pour l'emploi. Le groupe Tarkout est en train d'investir dans une grande base industrielle à Tissemsilt. On vous invitera à la visiter, peut-être d'ici la fin de l'année, où il sera intégré toute une panoplie de composants destinés à l'industrie automobile, tels que tout le garnissage intérieur de véhicules, les sièges, un certain nombre de composants mécaniques. À la 3e année, nous escomptons donc atteindre le taux dicté par le cahier des charges qui est de l'ordre de 40%. Donc c'est une occasion pour nous de recadrer, d'encourager la sous-traitance et l'objectif souhaité, c'est d'arriver à une intégration progressive et très intéressante, et c'est ça l'objectif. Les ingénieurs, les techniciens, في Hyundai, في Suzuki, on va démarrer 300 personnes في الديماراج. Déjà انا باعثين une équipe باش دير la formation في الجابون. هم رايحين avec monsieur Chahboub, ils sont accompagnés du Japon.
L'industrie de l'automobile reste un marché porteur et l'Algérie possède le potentiel pour devenir une plaque tournante de la filière, non seulement pour les besoins locaux, mais aussi pour l'exportation. Alors aujourd'hui, on a tous les moyens. L'Algérie est entourée d'une centaine d'usines automobiles, de 24 à 72 heures. On a des écoles, on a des universités, on a des ressources. Et le gouvernement, il a mis la stratégie, dans sa stratégie que le secteur automobile, c'est un secteur stratégique. Il a donné les avantages fiscaux. C'est un grand marché, bien sûr. Et je pense que la journée d'aujourd'hui, c'est une bonne chose. On ne doit pas rater le... Il ne faut pas qu'on rate le virage, il faut qu'on le fasse bien. En attendant, et pour cette période de lancement du montage de véhicules, la cadence de livraison reste encore faible. Voici donc pour un compte rendu rapide sur ces journées scientifiques de sous-traitance automobile qui s'est déroulée à Alger et qui a donc permis de rassembler les différents acteurs de l'industrie mécanique. Alors évidemment on parlera de sous-traitance, mais avant de parler de sous-traitance, on parle d'abord d'une question qui elle est une question que tout le monde se pose aujourd'hui et que beaucoup de journalistes se sont posés et ont posé lors de ces journées, c'est le prix. Et d'ailleurs le ministre de l'Industrie en a parlé à un moment donné. Peut-on m'expliquer, pour commencer, comment se fait-il que le véhicule monté en Algérie se trouve être plus cher que le véhicule importé? Alors, qui se lance? Monsieur Hasnaoui, allez-y. Vous êtes à ma droite, vous allez commencer. D'abord, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Plus cher par rapport à quelle période? Il ne faut pas oublier qu'on a un glissement de la monnaie, donc il faut comparer les périodes. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que naturellement, à partir du moment où on a une phase d'intégration qui va être graduelle, le début de cette industrie automobile, où la phase d'intégration n'est pas suffisamment importante pour impacter le prix de vente, on aura un décalage entre un produit qui est fabriqué dans un autre pays, qui aujourd'hui est fabriqué à des cadences très importantes, à des volumes très importants et à un taux d'intégration suffisamment important. Pour arriver à ce point d'équilibre, on a besoin de cette montée en puissance. Le cahier des charges qui a été édicté par le ministère de l'Industrie est très clair. Ce taux d'intégration qui va être graduel va passer de 15 à 40% et on aura ce point d'équilibre qui va arriver dans les mois et les années qui viennent en fonction des marques, en fonction des projets. Est-ce que le point d'équilibre est à 15% d'intégration ou à 40%? Ça dépend de la stratégie de chacun. En tout cas, aujourd'hui, pour les véhicules qui sont à un point d'équilibre de 15%, j'entends la première usine installée, elle a fêté ces 3 années. Aujourd'hui, elle coûte plus cher. Vous avez parlé de perte de change, mais finalement, la perte de change, on l'a également pour le véhicule importé. On ne l'importe pas en dinars. Non, vous l'avez. Le problème, il se pose également pour le véhicule qui est importé, oui, mais en devise. Mais aujourd'hui, le point de référence du prix de vente, on remonte à 2016. Je vous rappelle qu'on n'a pas eu d'importation en 2017. Donc les importations qui ont eu lieu étaient en 2016, où un taux de référence dinar-euro, par exemple, était à 117, 118, quand nous sommes aujourd'hui à 135, 140. Donc obligatoirement, il y a un glissement. Ce n'est pas suffisant pour expliquer, mais c'est un point très important. Par ailleurs, il faut quand même savoir raison garder. Un investissement industriel, ce sont des centaines et des centaines de millions qui sont investis. Il faut aussi amortir cet investissement. Donc c'est tout à fait logique. Maintenant que les pouvoirs publics s'inquiètent et l'expriment de manière assez drastique d'ailleurs, à ce que les prix soient préservés pour assurer d'abord et préserver en tout cas le pouvoir d'achat des ménages, mais aussi éviter effectivement un glissement qui serait contre-productif de la création de richesse et de valeur. Donc ça c'est tout à fait normal. Alors, et ils sont dans leur rôle. Justement, est-ce que les pouvoirs publics sont en mesure aujourd'hui de dire il faut que les véhicules produits ou montés en Algérie, il faut qu'ils coûtent moins cher? Est-ce que vous pensez que c'est de l'ordre du possible, Mortal Chehboub? Mais bien sûr, bon, je rejoins je m'étais exprimé déjà en tant qu'expert sur ce plateau pour dire qu'effectivement, il y a une phase où la production était plus chère. C'était normal. J'ai toujours dit que la première, deuxième année, c'est la phase d'investissement, c'est la phase d'intégration, c'est la phase de mise en conformité un peu des équipements et du produit. Mais au-delà de ces 2 années, je vous citerai l'exemple du groupe que je représente aujourd'hui. À Tiaret, on a dépassé le cap des 50 000 véhicules. 50 000 véhicules, produits stabilisés, atteindre le niveau d'économie d'échelle qui permet
au-delà des contraintes qu'a évoquées Sofiane, c'est-à-dire la dérive du dinar par rapport à la monnaie, au dollar et à l'euro, le produit, pour le constructeur, devient rentable. S'il n'était pas rentable, il arrêterait, il ne travaillerait pas à perte, c'est une évidence. C'est sûr que le marché, il est là. Hein. Le marché est protégé puisque les véhicules sont sous quota. Hein. Et puis, je crois qu'il n'y a pas eu de quota en 2017, justement. Il n'y a pas eu de quota. Il y a eu plus de demandes que d'offres. Et puis, dans le cadre du nouveau cahier des charges, justement, l'État est déterminé à contrôler ce prix, à l'empêcher d'augmenter, en imposant justement à ceux qui font le montage de véhicules de s'approvisionner auprès des constructeurs, donc supprimer toute intermédiation. Et le constructeur qui s'engage à vendre les pièces, les parties qui sont destinées au montage au même prix sorti usine que celui pratiqué pour ces autres usines de par le monde, ça d'une part. Et d'autre part, il y a aussi l'autre obligation qui est faite aux sociétés de montage de ne pas augmenter leur prix pendant la phase où le marché est régulé, en plus de l'augmentation des charges. Et il y a aussi Qu'est-ce que vous voulez dire pendant la phase où le marché est régulé? Est régulé, ça veut dire qu'il n'y a pas d'importation. Donc il n'y a que les véhicules qui sont produits localement qui sont disponibles. Donc, on ne va pas laisser cette règle de l'offre et de la demande faire augmenter plus les prix. Donc, le producteur de véhicules... Vous allez plafonner les prix? Vous allez dire... On n'a pas plafonné, mais on va contrôler l'augmentation des prix par rapport à l'augmentation des charges. Donc, il ne pourra pas augmenter les prix plus que l'augmentation de ces charges. Est-ce qu'il y aura une autorité de régulation? Comment est-ce que cela va-t-il s'articuler? Comment ce contrôle va-t-il s'organiser? Ce contrôle, on a déjà commencé par saisir les différentes usines de montage pour nous fournir la structure des prix. Et à ce moment-là, on pourra justement contrôler cette augmentation par rapport aux autres augmentations des charges. Il y a aussi un autre point qui a été inséré dans le cahier des charges, c'est que le constructeur doit s'engager à produire un véhicule compétitif par rapport au prix pratiqué en dehors de l'Algérie et atteindre cela dès la 3e année de la production. Donc il y a ces conditions qui sont imposées par le cahier des charges qui vont assurer un prix qui est raisonnable, qui est inférieur à celui pratiqué par... Avec une échéance de temps quand même, hein, comme à l'Axos. Il faudra du temps pour arriver à cet équilibre. Absolument. Parce que finalement, les gens sont en attente. Mais au départ, on a expliqué, il y a la dérive du dinar, il y a les séries en fait, qui ne sont pas importantes, qui font qu'effectivement, au lancement du produit, il y a forcément un coût qui est relativement élevé. Mais l'interrogation est légitime et je pense qu'il faudra y apporter toutes les explications qu'il faut pour que l'on puisse rassurer le marché, pour qu'on puisse rassurer les consommateurs quant à la justesse du prix. Quand je parle de justesse du prix, il ne faut pas oublier qu'à côté de la dérive du dinar, c'est d'accord, les séries qui ne sont pas très importantes, les taux d'intégration qui ne sont pas très importants, les avantages consentis par l'État sont importants, tant dans la phase d'investissement que dans la phase d'exploitation. Et si l'on met en équilibre systématiquement ces deux éléments, c'est-à-dire les avantages que consent l'État, à côté de ces inconvénients dont on vient de parler, dérive du dinar, etc., les questions se posent légitimement. Nous avons appris durant ces journées, effectivement, que les pouvoirs publics, via le ministère de l'Industrie, va plus regarder cet aspect prix parce qu'il constitue réellement une problématique. Est-ce que vous voulez dire que jusque maintenant, il a été constaté qu'il y a eu des dérives, que les constructeurs ont surévalué leurs véhicules sortis d'usine? C'est une opinion générale et moi je pense que c'est une opinion générale qui est confortée par le fait que tout constructeur, tout investisseur qui arrive dans un pays où effectivement il y a le marché, il y a le marché d'abord, et le marché protégé en plus, et où il y a une liberté de manœuvre qui est donnée pour la fixation des prix notamment, c'est normal qu'il profite effectivement de cette situation d'offre et de demande. Je vais juste donner... Pardon, je vais juste donner... qui régule les prix. Nous n'avons pas de problème de mévente de produits. Absolument. Donc c'est le marché qui dicte. C'est un problème d'offre et de demande. C'est une évidence. La preuve, c'est que le véhicule revendu il coûte plus cher que le véhicule sorti usine. Donc ça montre qu'il y a un problème d'offre et de demande. Donc, absolument. Là, il y a spéculation. Mais l'offre là... Les véhicules revendus, c'est plutôt des comportements spéculatifs. Non, pas forcément, parce qu'il y a certains constructeurs qui ont édicté un certain nombre de règles qui vont permettre justement aux citoyens d'acheter un seul véhicule par an
par exemple. Donc il n'y a pas vraiment cette spéculation, mais c'est parce que le citoyen n'arrive pas à trouver assez de voitures. Le problème, c'est d'assurer la disponibilité du produit en travers des différents projets qui sont en cours, ou en gestation. Il y a un besoin aujourd'hui peut-être de l'ordre de 300 000 véhicules, on en produit seulement 100 000. Alors, c'est la à mon avis, ce qui va permettre j'ai M. Hasnaoui en face, moi je représente le groupe Tahkout, il faut permettre aux gens de produire des véhicules, et ce sera des véhicules à des prix très abordables. Aujourd'hui, tout est figé, et nous avons, même les 50 000 véhicules que nous avons produits, en ambition de faire 60 000 cette année, seront aussi des véhicules qui se vendront même avant d'être fabriqués. Ça, c'est un problème qu'il faut traiter, qu'il faut régler. Avant de passer à une autre question, je voudrais écouter le point de vue de M. Hadj Hamoum au sujet justement de ce déséquilibre sur le marché. Bon, par rapport c'est-à-dire au prix de revente qui est, à mon avis, un peu cher, d'accord. Si on le compare, par exemple, aux mêmes véhicules qui sont fabriqués donc à l'étranger, donc c'est-à-dire il y a des causes, on va dire, qui sont valables par rapport à l'investissement donc de ces constructeurs qui sont, c'est-à-dire en cours d'amortissement, etc. Mais ça n'empêche pas que ces constructeurs, c'est-à-dire lorsqu'ils ils entrent en contact avec les futurs sous-traitants locaux, donc ils leur exigent un prix de référence, c'est-à-dire un prix plafonné, pour fournir des composants localement. Donc le prix de référence, ces constructeurs-là, donc ils prennent la pièce, le prix de la pièce qui est achetée à l'étranger, et ils veulent l'appliquer aux sous-traitants algériens, aux sous-traitants locaux, sachant que ce sous-traitant aussi, il est appelé à investir pour justement répondre aux exigences draconiques par rapport c'est-à-dire aux certifications, aux process, etc. et tout, de ces constructeurs-là. Donc, à mon avis, c'est-à-dire il y a un déséquilibre. On va rentrer justement dans le cœur du sujet qui est justement la sous-traitance, c'est la capacité des entreprises sous-traitantes à prétendre à l'intégration. Juste une question par rapport à ce fameux cahier des charges. Pourquoi est-ce qu'il n'aboutit pas? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas finalement finalisé? Vous parlez du cahier des charges du montage? Oui, tout à fait. Oui. Ben, il a été publié en novembre 2017. 16 novembre 2017. Oui. Voilà, le 28 novembre 2017. C'est un décret exécutif numéro 17344. Est-ce qu'il y a un autre cadre législatif réglementaire qui est en attente, dont les acteurs en tout cas vous parlez certainement sont en attente d'un texte qui concerne spécialement la sous-traitance. C'est un article de loi de 2017, la loi de finances pour 2017. Voilà. C'est l'article 110 qui prévoit un certain nombre d'avantages qui sont accordés aux sous-traitants qui travaillent dans le domaine mécanique, électronique et électroménager. Donc c'est un texte qui est particulier. Hein, donc c'est un arrêté interministériel qui va fixer les conditions du bénéfice de ces exonérations en termes de droits de douane et de TVA qui sont accordés à la matière première et aux intrants acquis localement à importer par ces sous-traitants justement. C'est un texte qui a été finalisé et sortira très prochainement. Et mis en application. Et mis en application, qui accorde une exonération pendant 5 ans. En tout cas, c'est 5 ans à partir du moment où on a cette exonération. Donc, même ceux qui vont venir après, ils vont avoir les 5 ans d'exonération. Alors, ce qui a également fait couler beaucoup d'encre, d'abord c'est l'aspect prix et coût, c'est aussi l'aspect usine. Alors, on a vu, pour ce qui est de TMC, une cavalcade ou un ensemble de déclarations sur des investissements, d'une part de sous-traitance, de pièces, mais d'autre part aussi d'usines. On sait maintenant que la TMC va produire des véhicules Suzuki, mais nous savons aussi qu'on a parlé d'une liste qui est ouverte et puis tantôt fermée. La dernière fois que vous vous êtes prononcé, M. Abdelkarim, vous avez dit que 7 usines de montage actuellement sont en production. Donc il y en a 5 pour les véhicules de tourisme, Renault, Hyundai, Sovac et Kia. Et 3 dans les camions. On est bien d'accord. Et tout dernièrement, nous avons su qu'il allait y avoir donc une usine de véhicules de marque Suzuki qui allait rentrer
en activité, qui a été autorisé. Le ministre dit que la liste est ouverte. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il n'y aura jamais de liste définitive figée dans le temps. Il y aura toujours la possibilité d'introduire un nouveau sur le marché selon les besoins du marché. C'est-à-dire, en gros, il n'y a pas de quota sur les usines de montage véhicule. C'est bien ça. Si on devait raisonner dans le verbiage ou le langage qui est employé en ce moment, enfin non, il n'y a pas de restriction. Non, la production n'est soumise à aucun quota. C'est juste que les usines qui vont être autorisées, c'est en fonction du besoin de marché. Donc, ils vont être les dossiers, les demandes d'ouverture de réalisation d'investissement en la matière vont être examinés par les pouvoirs publics et ils vont décider justement si le besoin, si le marché est demandeur ou pas, si le promoteur, l'investisseur propose peut-être un type de véhicule qui n'est pas produit en Algérie, etc. Donc il y aura toujours possibilité d'introduire, on peut imaginer un projet qui va produire des véhicules électriques dans l'avenir. On ne va pas dire que le marché est fermé, on ne va pas accepter quelqu'un qui va produire cette voiture de demain. Pour ce qui est du groupe Hasnaoui, il a été dit dans les médias que, au départ, il a été dit d'abord que vous avez été autorisé à produire le véhicule Nissan, mais que par la suite, cette autorisation, cette possibilité vous a été retirée. Est-ce que c'est le cas? D'abord, merci de me donner l'occasion de réagir. On n'a pas pour habitude de réagir aux rumeurs. Notre groupe existe depuis 50 ans et ça fait 50 ans qu'heureusement... Ce n'est pas des rumeurs, c'est des articles de presse. Oui, mais dont la source d'information, excusez-moi, est beaucoup plus que discutable. Moi, aujourd'hui, je vous invite... D'abord, notre dossier a été introduit auprès du ministère de l'Industrie depuis 3 ans. Il a suivi l'ensemble des étapes réglementaires, y compris auprès de l'ANDI. Premièrement. Deuxièmement, c'est qu'il a, je vous rappelle, qu'une instruction signée du Premier ministre, qui est quand même le premier représentant de l'exécutif, et a beaucoup plus de valeur qu'un document. Date de quand? De décembre. On parle d'une instruction du 14 décembre 2017. Confortée, c'est vrai, par une instruction du 25 décembre qui repousse l'application de cette instruction au 31 janvier, qui est le cas. Donc on est parfaitement aujourd'hui dans les clous. Mais pour rebondir à ça, ce qui est important, c'est pas tellement de réagir finalement aux vraies fausses informations qui font couler un peu trop d'encre, c'est la pérennité d'un investissement industriel dans l'intérêt national. Le projet Nissan est un projet sérieux et solide qui a été, je le rappelle, validé par le ministère de l'Industrie, processé auprès de l'exécutif dès 2017 et via l'ANDI. C'est surtout un projet parfaitement structurel où est intégré un certain nombre d'investissements dans la sous-traitance. On a mis en avant, dès la genèse de notre projet industriel, l'implication d'un certain nombre de sous-traitants, de manière à atteindre, au bout de 6 mois, le minimum des 15% d'intégration. Pas 15 pour faire plaisir à un cahier des charges ou à une volonté, 15 tout simplement parce qu'on arrive à des points d'équilibre qui vont rendre compétitifs nos produits. Qu'est-ce qui vous empêche de démarrer aujourd'hui? Ça dépend, tout dépend de l'autorisation du Premier ministre qui passe le CNI. Le cahier des charges qui a été promulgué par le ministre de l'Industrie via effectivement la publication au journal officiel est très clair. Il y a un processus qui est parfaitement explicite, qui est d'ailleurs, à mon sens, tout à fait légitime. Donc on attend de passer au CNI. On est listé au CNI depuis 1 an. Donc les informations qui disaient que les autorités publiques, le CNI a validé le projet Kia plutôt que le projet Nissan, ne sont infondées selon vous? Sous réserve, en tout cas, moi, des informations que j'ai, ces informations sont fausses. Mais le pouvoir public sont présents, vous pouvez leur poser la question. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'État fait une faveur? L'État, par le biais de, bien sûr, d'une étude. Quand je dis l'État, bien sûr, il y a un conseil de l'investissement qui est donc présidé par un Premier ministre et donc par les plus hautes instances de l'État qui vont réfléchir autour d'un projet. Est-ce que, in fine, lorsqu'ils disent oui ou non, est-ce qu'ils font une faveur en accordant l'autorisation d'ouvrir une usine de montage de véhicules, selon vous? Moi, je ne pense pas que ce soit une faveur. Il doit y avoir certainement des motifs. Nous, au sein du groupe Tahkout, M. Tahkout fait confiance un peu au pouvoir public. L'attitude que nous avons prise, c'est une attitude volontariste, sachant qu'il n'y a aucune raison pour qu'on soit bloqué, puisqu'une usine a été dédiée, équipée, des gens formés, une véritable base de sous-traitance est en train de démarrer, qui va permettre avant la 5e année d'atteindre les 40%. Donc nous, on continue à faire confiance et on considère qu'il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir démarrer
cette usine dont la problématique étant qu'il y a une décision politique qui doit être... Le CNI existe avant l'industrie automobile, avant le lancement de cette industrie automobile. C'est l'instance habilitée à se prononcer sur l'octroi des avantages, sur les grands projets, donc après étude de l'impact de l'investissement sur l'économie nationale, sur les retombées positives de cet investissement. Donc l'instance habilitée à statuer sur les demandes d'investissement, que ce soit dans le domaine automobile ou dans les autres domaines. Donc le CNI se prononce toujours sur ce type, quand je parle de type de projet, ça veut dire, je parle surtout de l'importance du projet. Quand je parle, M. Abdelkrim, de faveur, on entend bien qu'on est dans une situation où c'est une industrie qui, comme on l'a dit au tout début, à 84% est accaparée ou dominée par des importations de collection. On est en ce moment même dans un cas de figure d'une activité qui est budgétivore. C'est en ce sens qu'on se pose la question aujourd'hui, est-ce que l'État a décidé d'étudier, nonobstant ce paramètre, d'autoriser ou pas l'ouverture d'usines de montage? L'État n'autorisera que les projets rentables, pérennes et viables. Donc on ne va pas autoriser un projet qui ne va pas assurer, qui ne présente pas les garanties nécessaires pour atteindre les taux d'intégration exigés par le cahier des charges, par exemple. Donc c'est ça l'examen qui est fait au niveau du CNI par les pouvoirs publics pour examiner si ce projet réellement va pouvoir répondre aux exigences au cahier des charges ou pas. Donc c'est exactement ça. Et puis si vous parlez de l'importation des collections de CKD, SKD, on n'importe plus de véhicules CBU, produits finis. Et on importe des CKD. Il faut comparer le prix dans sa globalité. Donc on importait beaucoup plus que ça en termes de véhicules. Maintenant, on importe des collections. On commence, donc on a un faible taux d'intégration, mais on exige du constructeur de faire augmenter leur taux d'intégration progressivement et on contrôle annuellement l'évolution de ce taux d'intégration. Alors justement, en parlant de taux d'intégration, les sous-traitants sont aujourd'hui sous la loupe. Ils sont nombreux, certains ne le savent pas encore, mais ils pourraient participer et contribuer à l'intégration progressive des véhicules, et non pas seulement touristiques, puisqu'on parle d'industrie mécanique, donc il y a également le véhicule lourd, le travaux publics et l'utilitaire. Aujourd'hui, est-ce que l'on peut dire qu'il y a une visibilité sur le marché pour ce qui est côté sous-traitant, bien sûr? Est-ce que les sous-traitants sont en mesure d'avoir une visibilité sur le marché pour pouvoir s'engager et dire qu'ils peuvent investir? Monsieur Axous. Aujourd'hui, je pense que le marché, disons, de la sous-traitance en général, il y a d'abord les industries, j'allais dire, traditionnelles, mécanique, sidérurgie, métallurgie, les matériaux de construction, etc., qui sont là, présentes, qui sont de grands donneurs d'ordre et qui alimentent, qui doivent alimenter théoriquement ce tissu de sous-traitance. Pour cela, je pense qu'il n'y a pas de problème majeur de mise à niveau technique, technologique, etc., et qu'il y a certainement, disons, à huiler quelques rouages pour que la sous-traitance devienne effectivement une composante extrêmement intéressante dans l'intégration nationale de ces producteurs. Est-ce qu'aujourd'hui le nombre de véhicules qui est tout confondu, est-ce qu'il permet justement une... Maintenant, deuxième point, c'est qu'effectivement, l'automobile, c'est un secteur naissant chez nous. Et il est normal que l'on passe par une phase, disons, SKD, CKD, etc. Et que l'intégration nationale, via les sous-traitants locaux, soit une intégration progressive. Cette intégration est plus compliquée parce que, comme je l'ai dit, c'est un secteur nouveau, secteur très exigeant. Et de plus, de notre point de vue, pour aller assez rapidement, il nécessiterait un accompagnement par des équipementiers mondiaux, etc., qui pourraient aider à développer assez rapidement ce tissu de sous-traitance. Et c'est quelque chose qui déjà se met en place, puisque on sait qu'il y a certaines jointes ventures qui sont créées entre sous-traitants locaux et équipementiers étrangers. Et c'est vrai que dans toutes les discussions, dans toutes les analyses qui sont faites, revient l'effet volume. Il y a un effet volume, effectivement, qui fait que
le sous-traitant ou l'équipementier qui viendrait s'installer avec un sous-traitant algérien sous forme de joint venture regardera de très près effectivement cet effet volume. Mais a priori, l'effet volume pourrait être assuré par les constructeurs qui sont en train d'être, ou les assembleurs qui sont en train d'être agréés. Donc c'est en même temps une condition, mais en même temps une condition qui peut être levée. Oui, alors justement, peut-on pallier justement avec cette composante qui est celle de une industrie qui est naissante, des volumes qui ne sont pas suffisamment forts et peut-être aussi des facteurs de compétitivité qui ne sont pas encore en place. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des solutions, Monsieur Chahboub? Oui, effectivement, moi je rejoins un peu ce que dit M. Aksous. Le volume Comment contourner, je veux dire, voilà. Le volume est un élément essentiel, parce que pour atteindre des niveaux d'économie d'échelle qui puissent permettre aux sous-traitants d'être compétitifs, on n'en est pas. On n'est pas encore arrivé avec les volumes de véhicules produits actuellement. Alors comment contourner cette difficulté? D'abord, si je prends l'exemple de notre groupe, on a décidé nous-mêmes d'investir dans des activités, après une attitude encore volontariste, de sous-traitance pour répondre aux besoins de nos usines. Et bien sûr, on proposera aussi aux autres constructeurs nos services pour intégrer une panoplie de pièces que nous allons réaliser à ThyssenKrupp et ailleurs. Volontariste, c'est-à-dire qu'il y a un marché qui est vierge, donc vous êtes... etc. Oui. Le deuxième problème, c'est qu'il faut qu'on revienne toujours vers le cahier des charges. Il est fait obligation aux différents constructeurs de consacrer une partie de la production élaborée par la sous-traitance à l'export. Ça aussi, c'est un élément. M. Abdelkrim, comment nous allons pouvoir... Il y a quand même 25% de l'activité qui doit être réexportée. D'où cette, je pense, nécessité de faire un gros travail et un travail de coordination avec le ministère pour amener ces constructeurs à prendre conscience que cette nécessité risque aussi d'être problématique dans les 7 prochaines années. C'est maintenant qu'il faut préparer la 5e année, je dirais même pour certains la 3e année. Donc, production d'input pour alimenter leurs usines, mais aussi produire pour réexporter. Oui. Ça, c'est un élément. Ce qui a été aussi fait, c'est que, pour notre cas et pour beaucoup d'autres cas, puisque des conventions ont été signées avant-hier, c'est de travailler avec des partenaires technologues et des partenaires qui produisent et qui ont des marchés mondiaux. Nous espérons, en travers de ces partenaires, voir une partie des productions réexportées sur le réseau mondial. Ce n'est pas impossible, mais il faudrait qu'on traite aussi l'environnement dans lequel évolue l'entreprise, parce qu'il y a beaucoup de choses à parfaire pour arriver à rassurer l'équipementier, le constructeur équipementier, et à pouvoir livrer des usines de par le monde avec les facilités ou la souplesse qu'exigent ces constructeurs. Monsieur Hadj Hamou, pas condition, mais c'est une condition qui vient de fait et naturellement, celle de devoir s'allier avec des équipementiers d'un ordre international et de renommée reconnue, qui ont les standards, qui ont l'homologation. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire naturellement, selon vous, par les opérateurs locaux? Vous savez, donc là, on est en train de parler, c'est-à-dire d'un point de vue de rentabilité. Donc, un équipementier qui viendra s'installer en Algérie, donc s'il a un intérêt à venir, donc il viendra le plus normalement du monde. Mais s'il n'y a pas de rentabilité, donc il ne va pas venir. Ce qui fait que, c'est-à-dire tout le poids sera sur le sous-traitant local. C'est-à-dire donc il y a des investisseurs qui veulent investir, donc c'est de grands investissements, avec les conditions actuelles du marché. Donc les conditions actuelles, cela veut dire que les quantités ne sont pas économiques. Je prends un exemple, donc un sous-traitant qui veut fabriquer par exemple un silencieux, ce qu'on appelle pour d'échappement. Donc s'il va fabriquer un modèle d'une marque, actuellement on a 6 ou 7 marques de véhicules qui sont c'est-à-dire en cours d'activité, et on est en train d'entendre parler qu'il va y avoir une quarantaine, c'est-à-dire entre engins, camions, voitures, etc. Bon, maintenant, est-ce que cet investisseur qui va faire des investissements pour réaliser un modèle d'un silencieux avec tous les outillages qu'il va investir pour une marque et un modèle de véhicule? Donc, comment ça va être pour les autres marques, les autres modèles de véhicules, sachant que pour un modèle, il va y avoir 50 000 demandes, 50 000 pièces. Donc, la problématique, elle est là. C'est-à-dire, nous, en tant que sous-traitants, on parle, c'est-à-dire
par rapport à une étude technico-économique, une étude de rentabilité. Donc volume, en fait. Encore une fois, on revient au volume. Voilà, c'est-à-dire volume et modèle de voiture. Modèle, combien de modèles il va y avoir? Maintenant, si on va investir pour réaliser 3 ou 4 modèles pour des quantités de 50 000, 60 000, donc c'est pas rentable. C'est pour ça que l'équipementier, en réalité, il est sensible à ça. Oui. Donc, ils sont au courant de notre problématique. Et à partir de là, ils sont réticents pour venir investir ou bien faire des partenariats avec des sous-traitants locaux. Mais là où ça pourrait fonctionner, c'est lorsque l'équipementier pourrait être intéressé de produire pour peut-être 1 ou 2 marques et peut-être exporter, peut-être échanger aussi avec des équipementiers qui ne se trouvent pas très loin de nous, sachant qu'au Maroc, il y a tout un tissu de sous-traitance également. Oui, vous avez raison, il y a 2 points importants. Le premier point, l'effet de volume, on en parle. L'avantage du projet que je porte avec Nissan, c'est qu'on fait partie de l'Alliance. C'est le premier producteur mondial de véhicules, plus de 8 millions. Le fait d'installer Nissan en Algérie automatiquement positionne les équipementiers dans le cadre de l'alliance Renault-Nissan et notamment l'accès à Renault-Nissan Purchasing Programme. C'est-à-dire on va ouvrir l'ensemble du marché mondial et on va avoir cet effet de volume. C'est ça l'intérêt. L'intérêt aussi, en y mettant les véhicules Sony dans le véhicule de tourisme et le pick-up, c'est d'intégrer des grandes séries qui vont permettre d'attaquer bien sûr le marché local, mais ce qui nous intéresse c'est l'export, pas pour faire plaisir, mais pour avoir une pérennité dans nos investissements. Mais si vous faites un parallèle, et vous avez absolument raison, et c'est important de le souligner avec nos amis marocains, moi je dis attention à quel type de sous-traitance que nous souhaitons faire face. Si on veut une sous-traitance de type marchande, je ne pense pas qu'on soit capable aujourd'hui, il y a des questions de normes et de marché. Si on veut une sous-traitance purement de production, on est confronté aux problématiques de pression des prix et de pression notamment des constructeurs. Il faut favoriser une sous-traitance de partenariat, c'est-à-dire de gagnant-gagnant. Il faut, et là c'est les pouvoirs publics, et on est là pour les accompagner, aussi bien nous constructeurs que moi en tant que président de l'association, parce qu'on va accompagner pour que ce ne soit pas un échec, ni à 3 ans, ni à 5 ans, ni au-delà. Mais on est bien obligé aujourd'hui de tisser ce partenariat. Le partenariat, ça veut dire d'abord la confidentialité. On doit être très en amont dans les plans produits. Le partenariat, ça veut dire bien entendu le partage des coûts, des investissements. Le partenariat, ça veut dire aussi le respect des délais. Et dans le respect des délais, le just in time, la supply chain, la maîtrise de la supply chain est fondamentale, ce qui va nous permettre d'exporter. Pour conclure, vous parliez tout à l'heure d'exportation, on parlait de volume. L'accès à une alliance automobile et l'accès à son programme d'achat international, c'est potentiellement des millions et des dizaines de millions de pièces à produire et à exporter. Être en phase avec la formule de calcul du cahier des charges. Mais à la rigueur, ce n'est pas ça le plus important. Le ministère peut changer dans 2 ans, 3 ans et s'adapter à la réalité. Mais le plus important, c'est d'avoir à nos portes, et ça c'est fondamental, un marché qui est captif, le marché européen, un des premiers marchés mondiaux automobiles, il est à quelques heures de bateau. Et le concours des entreprises locales, à quel point vous avez parlé d'alliance, donc on parle d'alliance de constructeurs, de normes, et donc d'accès à un marché européen. Mais pour ce qui est des entreprises locales, quel rôle elles peuvent jouer et de quelle manière elles peuvent concourir à ce concert de grands? On parle de... Aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité d'homologation, de certification claire et évident. Il n'y a pas un process pour une entreprise algérienne, une PME, une SARL, de pouvoir se mettre aux normes. Est-ce que cela est quelque chose qui est pris en considération dans le... Et ça existe, excusez-moi de vous contredire, mais ça existe. Aujourd'hui, c'est pour ça que je préconise la sous-traitance de partenariat, parce que derrière, il y a la normalisation, qui est une chose, mais il y a aussi et surtout la certification. Normalisation, on va parler de la norme ISO TS dans le milieu de l'industrie automobile, c'est une chose. Mais être certifié constructeur, c'est un autre processus. Mais pour que l'investisseur, autrement dit le sous-traitant local, puisse mettre les fonds nécessaires, il a besoin d'avoir une visibilité, une pérennité. Pour que le constructeur puisse participer, parce qu'il faut qu'on lui demande de participer, pas seulement par le transfert de know-how, mais également par de l'investissement. Pour qu'il se fasse, il faut aussi avoir une pérennité. Et derrière, la meilleure manière d'avoir cette pérennité, d'abord, et là c'est un message au pouvoir public, c'est qu'on a besoin de visibilité, on a besoin de clarté, on a besoin de transparence. On n'a surtout pas besoin de perturbations. Parce que quelles sont les perturbations qui aujourd'hui qui existent? Les perturbations, elles sont par exemple dans la politique. Quels sont les acteurs de la politique industrielle automobile en Algérie? Les règles sont claires et je remercie M. Abdelkrim aujourd'hui. Il n'existe pas de liste, mais ce serait incohérent d'avoir une liste.
Même si aujourd'hui, j'en suis... Oui, mais vous décriez un manque de visibilité. Oui, tout à fait. Et le manque de visibilité, alors le cahier des charges a apporté énormément, il faut le reconnaître. Maintenant, aujourd'hui, les règles doivent être claires. On a un dossier d'investissement, celui d'investissement est processé, on a un investissement direct étranger, on a un constructeur qui est dans le capital. À partir du moment où on répond à ces normes-là, et à partir du moment où, bien entendu, d'un point de vue économique, d'un point de vue stratégique, le projet est porteur, tant mieux. Parce que c'est autant de création d'emplois, c'est autant de création de richesses. Et je tiens à souligner, c'est important, dans le domaine de l'automobile, c'est 10% en termes d'emplois, 10% de la population active. C'est 1,5 million d'emplois en Algérie. Donc ce n'est pas quelque chose à sous-estimer. Et l'avantage, c'est la ramification avec l'ensemble des secteurs, pas uniquement automobile. Monsieur Chaboup. Moi, je pense qu'il faudrait quand même que, contre experts, on assimile avec le ministère ce qui se fait de par le monde. Vous savez qu'aujourd'hui, chez les grands constructeurs, entre 60 et 65% de leur activité de production sont réalisées par les sous-traitants, les équipementiers. C'est la nécessité de tirer les prix vers le bas. Il y a une concurrence féroce de par le monde. Donc, nous sommes obligés de nous intéresser à cet aspect-là. Si on s'y intéresse et si on arrive à se mettre à niveau, c'est des marchés mondiaux qui nous sont ouverts. Parce que nos marchés sont très courts, sont très faibles. Et à ce titre, les constructeurs nous opposent des contraintes d'homologation qui sont très, très strictes, mais qui ne sont pas insurmontables. La contrainte technologique n'est pas insurmontable. Elle est très simple à régler parce que la technologie s'achète. Et on est en général assuré de l'appui du technologue ou du constructeur. Il faut traiter l'environnement. Il faut pouvoir vendre en travers, comme tu as évoqué la supply chain, livrer des produits dans les délais, dans les normes voulues, selon les prescriptions édictées par le constructeur. À partir de là, les marchés locaux s'ouvriront aux différents sous-traitants, et j'en fais partie, nous en faisons partie, nous nous érigeons en sous-traitants, en équipementiers, et on aura plus de facilité à nous intégrer dans les stratégies des grands groupes. Les achats des grands groupes, et je citerai même Renault, avec qui j'ai eu à discuter, ou d'autres, ou Hyundai, ils ont des stratégies d'achat mondiales. Ce n'est plus l'acheteur pour la petite usine ou pour le petit coin d'un pays quelconque, mais c'est des analyses et des engagements qui sont pris sur des réseaux mondiaux. Justement, alors pour être plus concret, vous avez parlé de Renault. On revient à Renault parce que la Renault, c'est à Genèse. RAP, d'abord il faut rappeler que c'est une acquisition qui est moitié État via le FNI et une partie Renault. Donc ça, il faut le préciser. L'État possède en partie cette entreprise et c'est la première. Ça fait 3 ans qu'ils existent. Ils intègrent 15%. 15%, c'est 5 pièces. On en est toujours à 5 pièces et ça doit faire la troisième numéro, troisième émission où l'on parle d'automobile, où on parle de ces fameuses 5 pièces que Renault intègre. Pour être concret, je voudrais reprendre les propos d'un représentant de RAP qui disait lors des journées scientifiques de sous-traitance qu'ils avaient identifié 25 sous-traitants, qu'ils allaient donc étudier les possibilités éventuellement de travailler avec eux. Aujourd'hui, ça semble être laborieux. Il ne reste que 2 ans pour arriver au bout des 5 années de grâce que l'État accorde. Kamel Aksous, est-ce que vous voyez, vous, une 6e pièce intégrée, une 7e pièce Ce qui est rassurant, en fait, en théorie, c'est que les contrats signés par ces constructeurs font référence à un cahier des charges qui est très clair. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, s'ils n'intègrent pas les 15%, au bout de 5 ans, s'ils n'intègrent pas les 40%, il y aura forcément des révisions déchirantes, probablement. Mais d'où les attitudes des constructeurs. On ne va pas préjuger, ni de Renault, ni d'ailleurs. Dans la stratégie des constructeurs, aujourd'hui, je pense que nous avons reçu des gens de Renault, nous avons reçu d'autres gens, dans le ferroviaire, Cital par exemple, qui intègre déjà une dizaine de sous-traitants, leur stratégie est orientée vers cette intégration qui leur est rendue obligatoire à travers le cahier des charges. Et effectivement, on a repris en disant que c'est de cette intégration que viendra la viabilité des projets, puisqu'on améliorera à travers les volumes, soit destinés au marché national, soit à travers l'exportation via les équipementiers, etc., de pièces de rechange ou de véhicules,
on améliorera certainement les coûts et la compétitivité globalement. Est-ce que ce sont les sous-traitants qui sont frileux parce que vous le disiez, manque de visibilité, difficulté d'accès à la matière première? Il a été évoqué également le prix du foncier qui devait au départ être incitatif, qui ne l'est pas vraiment. Est-ce que ce sont les sous-traitants locaux qui sont réticents ou bien est-ce que c'est le contraire? Moi, je pense qu'il y a deux conditions majeures. Il faut d'abord que les sous-traitants, effectivement, qui existent déjà ou potentiellement, les investisseurs, puissent effectivement intégrer complètement cette activité et puis y aller. Ça, c'est clair. Deuxième élément, les pouvoirs publics, à travers déjà un certain nombre de textes pris, mais je pense qu'il y en a encore à prendre pour qu'il y ait des mécanismes incitatifs, que ce soit directs, fiscaux, parafiscaux, etc., qui puissent venir donc appuyer fortement cette industrie de sous-traitance. Parce qu'effectivement, au départ, comme j'avais déjà dit tout à l'heure, ce sont des secteurs tout à fait nouveaux. Est-ce que c'est quelque chose qui est réclamé par la bourse de sous-traitance? Est-ce que c'est quelque chose une condition qui est posée Oui, absolument. Dans tous les forums où nous avons eu à intervenir, et notamment durant ces journées techniques, où nous avons essayé de comprendre un peu ce qui pouvait permettre de monter disons, un certain niveau qualitatif dans les relations constructeurs-sous-traitants, etc. Un des éléments effectivement mis à charge du constructeur, c'est cette obligation-là qu'on a rappelée, et donc d'intégrer et d'accompagner. Il y a tout un atelier d'ailleurs dédié, ou un panel dédié à l'accompagnement par le constructeur des sous-traitants locaux. Et de notre côté, effectivement, nous avons mis aussi en exergue le fait qu'une industrie de cette importance, un tissu de sous-traitance industrielle, d'ailleurs en général et particulièrement dans le domaine de la construction véhicule ou automobile, ne nécessitait qu'on le porte pendant un certain nombre d'années, très fortement, à travers des mécanismes dits de politique industrielle, donc des mécanismes d'appui. Malik Hachhamou. Par rapport au terme frileux, donc moi j'approuve ce terme, parce que malheureusement c'est la triste réalité. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc un sous-traitant local, donc pour aller fournir des constructeurs automobiles, donc il doit répondre à des exigences techniques, de process, de qualité produit, etc. Donc très très difficile. Donc il va falloir investir énormément, et c'est-à-dire à la fin, donc on n'a pas une visibilité assez claire par rapport c'est-à-dire aux modèles qui vont se faire, les quantités qui vont être produites. Bon, pour les 3 ans ou 5 années à venir, donc les statistiques qui sont là, donc on a une idée, mais après ces 5 années, donc on n'a pas de visibilité par rapport à ça. Oui. La solution ou l'option des joint ventures n'est pas quelque chose qui, pour vous, peut être une solution, notamment par rapport à l'investissement. Ne serait-ce que pour l'investissement. Les joint ventures, donc, si on est appelé à convaincre des équipementiers à venir s'installer avec nous en Algérie, comme j'ai dit tout à l'heure, donc même nous, c'est-à-dire il faut qu'on leur propose des chiffres, c'est-à-dire clairs. Donc, tant que nous, on n'a pas de chiffres clairs par rapport aux capacités réelles du marché, donc c'est-à-dire on ne peut pas s'avancer, et eux, ils ne peuvent pas aussi s'investir avec nous. Généralement, c'est le constructeur qui a ce pouvoir de faire venir les équipementiers. Généralement, c'est les constructeurs, et ça fait partie des obligations qui sont prescrites par le cahier des charges. Il ne faut pas oublier que le constructeur partenaire a une prise de participation dans la société qui fait le montage de véhicules. Donc, ce n'est pas que la partie algérienne qui s'engage en signant le cahier des charges, mais aussi le constructeur, donc qui s'engage à faire venir ses équipementiers. Est-ce que les constructeurs actuellement ont honoré cet engagement? Bien sûr. On n'accepte aucun projet s'il n'y a pas prise de participation du constructeur dans le capital social de la société qui fait le montage. Donc il y a cette condition. Il y a aussi ce candidat au montage de véhicules doit présenter la liste des équipementiers qui vont accompagner. Donc d'ores et déjà, dès le départ, on connaît la liste de ceux qui vont accompagner le projet, les équipementiers qui vont venir s'installer avec le projet. Et il y a aussi cette obligation d'atteindre le taux d'intégration qui est composé de 3 parties.
Donc la première partie qui est l'intégration de l'auto local, mais il y a l'autre partie qui est dédiée à l'exportation. On ne pourra jamais atteindre l'auto d'intégration si on ne fait pas d'exportation de pièces de rechange. Et on prend aussi un pourcentage de la main-d'œuvre de ces sous-traitants. Donc, c'est indirectement encourager la sous-traitance et exiger du constructeur de prendre des sous-traitants. L'ensemble des conditions sont prévues par le cahier des charges. Et puis, si on parle des locaux, par exemple, est-ce qu'on va vers partenariat avec des équipementiers étrangers ou favoriser des entreprises 100% algériennes? Je crois que le constructeur, il affiche un cahier des charges auquel tout candidat sous-traitant potentiel doit répondre. Donc ces conditions sont déjà remplies et vérifiées par ces équipementiers à l'étranger. Donc ça va faire gagner et du temps, de l'énergie et de l'argent à celui qui rentre en partenariat. Et puis pour les autres, il faut qu'il soit, il faut distinguer d'ailleurs entre homologation du produit et certification du système de l'entreprise. Il faut qu'il arrive à produire un produit qui répond aux exigences techniques, mais aussi à un coût compétitif, une qualité qui répond au cahier des charges et surtout à un délai, à un timing qui ne va pas affecter la chaîne de production. Généralement, on travaille en flux tendu, donc le sous-traitant, il n'a pas de droit, il faut qu'il ait une organisation vraiment sans faille pour qu'il puisse répondre. D'où la difficulté d'intégrer plus de 6 pièces pour ce qui est de Renault, on est d'accord. Pour Renault, vous venez de citer toutes les conditions qui semblent quand même je vais revenir sur la question. Rapidement, pour écouter pour toutes les usines qui sont en production, le cahier des charges a prévu une période d'adaptation. Donc, toutes les usines qui sont en production doivent répondre aux différentes dispositions du cahier des charges, y compris celles relatives au taux d'intégration, dans les délais prescrits par le cahier des charges. Donc, que ce soit Renault ou une autre société qui est déjà en production, les mêmes conditions seront applicables pour tout le monde. Je voudrais juste dire qu'il fallait un peu dire cette notion de partenariat. Il ne faut pas en faire un objet comme ça, disons, inabordable, ou encore, dès qu'on l'aborde, on n'est plus dans une attitude patriotique. Moi, je pense que le partenariat est incontournable dans l'industrie automobile et les joint ventures doivent absolument s'implanter et faire tout ce qu'il est en notre possible pour que nous puissions, disons, avec le constructeur qui a obligation, comme je l'ai dit, d'intégrer, avoir des équipementiers, disons, étrangers. Encore faut-il, comme disait M. Hachamou, que ce soit rentable. Non, que ce soit rentable pour les deux. Ça ne peut être que comme... C'est comme ça que cela deviendra rentable. Ça deviendra rentable parce que les effets volumes, éventuellement, pourront être assurés par l'exportation dès lors qu'on fait des produits de qualité. Juste je donne un exemple. La Chine a commencé à exporter dans les années 80 lorsqu'elle a ouvert ses investissements aux étrangers sous forme de joint venture ou sous forme d'investissement direct, peu importe. Et c'est à ce moment-là que la Chine, grâce au réseau de distribution de ces entreprises implantées, a commencé effectivement à exporter. Ensuite, la Chine s'est autonomisée sur ce plan-là, mais le partenaire étranger, je pense qu'il faut le voir comme un partenaire, j'allais dire, dans cette industrie, en tout cas, dans ce type d'industrie, extrêmement intéressant et qui ne peut... Donc incontournable selon vous. Il reste encore quelques minutes avant la fin du débat. Morta Chabou, vous aviez un aspect à préciser par rapport à la question de joint venture ou de partenariat. Absolument. Moi, je vis maintenant le problème, l'expérience, je l'ai vécu, maintenant je la vis en tant que représentant d'un groupe qui se lance dans la sous-traitance et je constate que dans certains cas, il faut faire preuve de fermeté. On a eu des constructeurs réticents, mais la fermeté l'a emporté. J'ai vu M. Tahkout agir, il a fait admettre, il a réalisé une usine de production de plaquettes de frein. Hyundai est en train d'homologuer ces plaquettes de frein. Parce que c'est une technologie, un process allemand, mais une technologie coréenne. Il n'y a aucune raison pour que cet aspect ne soit pas pris en considération par le constructeur. Ça, d'une part. Deuxièmement, il faut distinguer la pièce spécifique de la pièce standard. La pièce standard, il faut quand même compléter par le marché de la première monte, qui, lui, dans beaucoup de cas, est nettement plus important que la pièce de première monte. Je prends l'exemple d'une batterie ou d'une plaquette de frein. Vous avez la pièce de première monte qui se monte à coefficient 1 sur un véhicule,
Mais vous avez un besoin exponentiel qui évolue dans la pièce de rechange, la deuxième monte. Et ça, c'est des éléments à mettre en avant pour intéresser le constructeur. C'est ce qui nous a amené à faire admettre à des producteurs, des gens qui produisent pour ces marques, à venir s'associer avec nous pour d'abord servir ce marché de premier, deuxième et troisième rang, et aussi assurer la possibilité du respect de cahier des charges et réexporter ces produits standards à hauteur des taux qui sont exprimés dans le cahier des charges. L'exportation n'est pas plafonnée. Absolument. Pour encourager au moins ce taux. Mais voilà, on est pratiquement assuré que ces taux, nous allons les atteindre au bout de la 5e année. Sofiane Hasnaoui. Écoutez, je pense que d'abord, il faut, pour réagir aux différents débats, savoir raison garder. On a une ambition, c'est de créer une industrie automobile. On a besoin de clarté et de transparence. Et l'industrie automobile ne peut pas exister sans intégration locale. Et elle ne peut pas exister sans participation capitalistique des constructeurs qui maîtrisent d'abord la technologie, la recherche et le développement, et surtout le développement des produits. Mais il faut aussi savoir raison garder dans le sens où un plan produit d'un constructeur prend du temps. Aujourd'hui, nous sommes, nous, dans la négociation de la nouvelle génération de Sony. Et la question que nous posons, est-ce qu'on va, en tant que Nissan, est-ce qu'elle va se fabriquer en Algérie ou ailleurs en termes d'exportation? Et c'est le message que les pouvoirs publics doivent adresser aux investisseurs en termes, finalement, de pérennité des investisseurs. Derrière, toute la chaîne va bien entendu fonctionner. Il n'y a aucune raison pour que l'intégration locale ne se passe pas, pour que les prix compétitifs ne se mettent pas en place, à partir du moment où les règles du marché sont claires et à partir du moment où les pouvoirs publics jouent un rôle d'abord de contrôle, mais aussi, bien entendu, de s'assurer que nous allions tous dans la même direction, qui est l'intérêt national qui doit primer. Une toute dernière question par rapport à justement cette capacité ou cette difficulté des entreprises locales sous-traitantes à pouvoir rentrer dans la cour des grands. Et aujourd'hui, force est de croire que la cour des grands, c'est le véhicule touristique, c'est les usines de montage qui sont en train d'être s'installer. Je donne l'exemple, sans citer la marque, d'une batterie. On a beaucoup parlé, les pouvoirs publics ici même sur ce plateau ont plusieurs fois dit que la batterie était l'un des éléments, les premiers éléments intégrés dans le véhicule. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont certifiées, reconnues aux standards internationaux, qui participent avec leur batterie pour des véhicules notamment qui appartiennent à des investissements du ministère de la Défense nationale, mais qui n'arrivent pas à prétendre à participer, à intégrer dans des véhicules qui sont tels que Renault, tels que les futures usines Peugeot et Sovac notamment. Comment expliquer le fait que des opérateurs tels que ceux-là, qui sont d'une part reconnus par des usines de montage qui sont à moitié État, puisqu'on parle d'usines appartenant au ministère de la Défense, mais qui, lorsqu'on est dans le civil, ne sont même pas reçus? Comment expliquer ce phénomène? En fait, je peux citer d'autres exemples, des usines qui produisent des batteries qui sont justement utilisées dans le cadre de la première monte pour certains projets de montage de véhicules, je ne dirais pas des véhicules peut-être touristiques. Pas touristiques. Voilà, mais pas pour les véhicules touristiques, justement, il faut répondre aussi au cahier des charges du constructeur. C'est SNVI, voilà. Chaboub étant un ancien de SNVI, on sait que SNVI intègre la batterie. Voilà, mais pas les autres marques, pas les autres constructeurs. Je vais vous évoquer une expérience vécue. Nous avons fait obligation à un constructeur d'intégrer la batterie algérienne, sinon ce n'est pas Renault, ce n'est pas autre. On avait organisé une journée sous-traitance à l'Oraci. Le président de ce groupe était arrivé. On a dit, nous avons 5 pièces à intégrer. Ou vous acceptez ou on arrête. Il a accepté. Mais la seule condition qu'il a émise, c'est qu'en attendant l'homologation qui risque de traîner, les produits que vous allez fabriquer avec ces véhicules ne doivent pas être exportés hors de l'Algérie. Donc vous voyez même qu'il y a des solutions. Là, vous parlez de l'époque de... sur un camion. SNVI. Un camion d'origine italienne. Pas SNVI, non, un camion étranger. Un camion étranger. Monsieur, vous avez une réponse par rapport à cette dernière question? Et il a accepté à ce que la batterie soit montée sur le camion. Il a juste émis cette obligation de ne pas réexporter ce camion en dehors des frontières. On n'a pas compris pourquoi. Donc finalement, il y a toujours moyen de négocier, c'est ça que je veux dire. Il y a toujours moyen de négocier, justement. Il faut juste... D'ailleurs, je reviens à ces journées techniques qu'on a organisées. Pourquoi, dans quel objectif? C'était justement pour faire rencontrer et les constructeurs, les sous-traitants existants au potentiel ou tout investisseur qui pourrait être intéressé par ce domaine, pour que les constructeurs expliquent leurs attentes, ce qu'ils attendent justement des sous-traitants, et que les sous-traitants expriment
expriment leurs craintes, leurs contraintes par rapport à... On espère quand même que ça va aboutir, que ça ira au-delà de la simple expression. Ça commence justement, et il y a eu la signature de plusieurs conventions à l'issue de ces nous, on a journées identifié techniques. 5 sous-traitants avec lesquels nous allons incessamment signer des engagements. Voilà, il y a beaucoup de conventions qui ont été signées, et puis il y a beaucoup de négociations qui ont été déclenchées. Et on espère également pour vous, Sofiane Hasnaoui, d'avoir un aboutissement et de ne plus être notamment suspendu, puisqu'on parle de choses qui aboutissent et des choses qui sont en attente aussi. Nous sommes arrivés à la fin de ce débat. Je vais devoir vous arracher la parole. Je vais rappeler à nos téléspectateurs que nous avons ce soir parlé de la sous-traitance automobile et que nous avions avec nous M. Sofiane Hasnaoui, président de la C2A, M. Abdelkarim Mustafa, conseiller de M. le ministre de l'Industrie, M. Kamal Aksouz, président de la bourse sous-traitance, M. Mokhtar Chahboub, représentant de Tahrout Manufacturing Company, et M. Malik Hadj Hamou, président directeur général de Africable. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Vous pouvez revoir cette émission samedi de 11h à midi. Sinon, le lien sur la chaîne YouTube de Canal Algérie et sur la chaîne officielle de Canal Algérie. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et on se retrouve jeudi prochain.